L'histoire de la cité interdite. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc pour ce faire, nous allons d'abord voir le contexte historique et politique qui sied à la construction de la cité interdite. Nous verrons ensuite la construction en elle-même et nous terminerons par la dynastie des Qing. Sur ce, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. C'est l'empereur Yongle qui décida de construire la cité interdite à Pékin. Il prit cette décision suite au déplacement de sa capitale, Nanjing. Yongle était le quatrième fils de l'empereur Zhou Yuanzhang, le deuxième de la lignée des Ming. Il n'était donc pas destiné à régner à la base, mais les aléas de l'histoire ayant provoqué la mort du premier fils, le nouvel empereur devait être, selon les lois de la succession en Chine à cette époque, le premier petit-fils de l'empereur régnant. Sauf que Yongle décida de usurper le pouvoir à ce petiot et se faire sacrer empereur à la place. Sauf que dans le monde chinois, la légitimité de l'empereur est essentielle. Yongle n'ayant pas pris le pouvoir de façon légale, dirons-nous, il passera sa vie à légitimer son règne en faisant diverses constructions qui sont censées améliorer le quotidien de son peuple. Et surtout pour acquérir la bonne grâce du peuple. Mais pourquoi a-t-il changé sa capitale de place? Pourquoi est-ce qu'il est passé de Nanjing à Pékin? Et tout simplement parce qu'à Nanjing, il y avait beaucoup de personnes qui étaient fidèles à l'empereur dont il a ravi la place. Et en plus, Nanjing était une ville très mal défendue. Il avait donc un peu peur pour sa vie, vous voyez. Il a donc décidé de changer sa capitale vers Pékin et d'y construire la cité interdite. La construction de la cité interdite ne prit que 14 ans. C'est relativement court pour un bâtiment de cette taille. Les travaux commencent en 1406 et s'achèvent en 1420. Le premier travail fut de, bien évidemment, creuser les fondations. Et donc, toute la terre qui a été retirée pour les fondations a été entassée plus loin sur le site, au nord du complexe, et ce gros tas de terre sera nommé plus tard la colline de charbon à cause de sa couleur, tout bêtement. La construction des épaisses murailles alla de pair avec les pavillons, et en fait, ils ont fait en sorte que les murailles avancent en même temps que la construction des pavillons. Il y a eu un énorme travail et c'était très pénible pour que les diverses parties des travaux se suivent. Et il fallait être très précis aussi, d'autant plus que ils n'avaient pas nos machines de chantier d'aujourd'hui. Il faut bien s'imaginer que c'était pas du tout la même époque. Et tout ce qui est ameublement, etc., les meubles en kit, ils connaissent pas, les Chinois. Donc tout était fait de manière artisanale et à la main, ce qui prenait beaucoup de temps. C'est pour ça que la cité interdite qui a été construite en 14 ans, c'est rapide au vu de tout ce qui se passe à l'époque. En 1420, les travaux s'achevèrent avec
l'édification de la lourde porte du Midi, qui constitue le principal accès à la cité interdite. Yongle était donc l'empereur qui a créé la cité interdite. Mais, suite à une révolte dans tout le pays, une nouvelle dynastie s'installa en Chine, et cette dynastie se nomme les Qing. Commence alors une nouvelle ère pour la cité interdite. En 1726, l'empereur déplace sa résidence au palais de la Formation du Cœur. En 1731, il fait construire le pavillon de l'abstinence. Ne me demandez pas ce qui s'y faisait ou ce qui ne s'y faisait pas, plutôt, je n'y étais pas. Juste avant le début du XIXe siècle, en 1798, le palais de la pureté céleste s'est transformé et il prit donc la forme que nous lui connaissons de nos jours. À la fin du XVIIIe siècle, et c'est là que les ennuis commencent, le roi d'Angleterre George III envoya une mission destinée à améliorer les relations entre l'Angleterre et la Chine. On était alors sous l'empereur Qianlong à cette époque. Sauf que le problème, c'est que dans l'imaginaire chinois, l'empereur est le centre de tout. Ce qui veut dire que tous les autres peuples au monde sont soumis à l'empereur de Chine. Nous avons donc notre brave Lord Macartney qui se pointe à la cité interdite, mais à son arrivée, on lui demande d'exécuter des rituels de soumission à l'empereur. Alors, bien évidemment, il refusa de faire ces rituels de soumission. Et donc la mission échoua, forcément. Et une seconde tentative fut faite en 1816 par l'ambassadeur Lord Amherst, mais elle se solda aussi par un échec pour les mêmes raisons. Si on en croit les textes anciens, l'empereur aurait alors écrit à George III pour lui dire, je cite, « Si vous acceptez loyalement notre souveraineté et vous vous montrez soumis, il n'est pas nécessaire d'envoyer une mission à notre cour chaque année pour prouver que vous êtes véritablement notre vassal. » Un empereur de Chine écrit ça au roi d'Angleterre. Je vous laisse imaginer la tronche de George III quand il a lu ce message. Il devait pas être très ravi. Et d'ailleurs, l'empereur va s'en mordre les doigts quelques années plus tard, parce qu'en 1860, Pékin est occupé par les forces françaises et anglaises. Oui. Leurs armées organisent le pillage de la cité interdite. Puis, en 1900, soit un siècle plus tard quand même, la révolte des Boxers provoque une guerre entre nationalistes chinois et les forces d'occupation. La ville de Pékin est alors incendiée. Ce n'est qu'en 1949 que Pékin redevient, enfin et pour la dernière fois, la capitale de la Chine. Voilà les amis, c'est terminé pour cette rapide présentation de l'histoire de la cité interdite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et tant que vous y êtes, abonnez-vous. Je ne le dis jamais assez, donc je le répète, abonnez-vous, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes nouvelles vidéos. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonne soirée à vous, à plus!